donc c'est intéressant de se rappeler de cette époque, c'est-à-dire Nichols, Ali Angel, Jean-Michel Rotin, Shady, Ouais. Linda et Diana, Xtaz, les Et si, Yardis, AC, Marlo. Marilou, qui y avait encore? Voilà. Il y avait déjà même les managers, Guylaine Cléry, Aussi, bien sûr. Christelle Déby, Martial, Ouais. et, et même, je me rappelle, j'allais à la section, j'allais à la pointe des Antilles, au 3e étage à l'époque, et en fait, c'est intéressant quand t'es avec tout un tas de gens, et vous savez pas, mais vous allez changer le monde, en fait. Ouais. Vous allez changer la musique. C'est-à-dire, 20 ans plus tard, tu regardes et tu dis, hey, quand nos albums sont sortis, on a changé un genre musical, on a créé un genre musical Un courant, ouais. qui aujourd'hui est le genre musical numéro 1 en France, même s'il s'appelle pop urbaine. C'est-à-dire, tous les petits Congolais qui chantent du zouk, là, c'est la genèse de tout ça, c'est il y a 25 ans. Et c'est beau pour moi. Il y a des gens, ils sont aigris par ça. Mais moi, j'avais déjà beaucoup de respect pour mes aînés, les gens qui étaient là avant moi. Et aujourd'hui que c'est nous les aînés, bah, bah non, j'adore voir l'influence sur des gens qui vendent des millions de disques, derrière Nakamura, des Nino, et tous les autres. C'est beau de voir que à l'époque, on voulait juste faire du son sans se prendre la tête. C'est-à-dire, on n'était pas dans une idée que voilà, Santos, on n'était pas dans une idée Voilà, qu'on allait changer le monde, quoi. Même si, d'une certaine façon, tu veux changer le monde, t'es un Avenger, tu vois. Mais ouais. nos inspirations, c'était Puff Daddy, Wyclef, voilà. Je pense qu'à l'époque, c'était. Bon, comme on le rappelle, c'était encore avant les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Ouais. Donc, je vais pas dire que c'était confidentiel, mais si tu étais là, c'est parce que tu avais déjà fait toi-même un certain cheminement Ouais, pour arriver dans là. ton art artistique. Voilà, pour te dire que voilà, là, ça me parle, ça m'appelle, ça m'interpelle. Il n'y avait pas encore tout ce qui était, on va dire, exposition, stream. C'était vraiment l'amour de la musique pour la Et, musique. Essayer de et créer puis quelque chose, quoi. on se rencontrait sur scène. Ouais, sur scène et en studio. C'est ça. C'est-à-dire, Ouais. quelqu'un était là par hasard au studio. Moi, C'est c'est je me exactement rappelle, ça. un jour, un jour en Guyane, je suis en Guyane, et il y avait un mec qui venait avec sa nana à chaque fois. Et sa nana, elle était tellement jolie. Oh là là, t'es jolie. Et tu sais, à chaque fois, bon, tu sais, je peux pas m'empêcher de voir qu'elle est jolie, hein, mais bon, je connaissais pas son mec non plus, mais bon, dans le respect, évidemment, donc c'était toujours bonjour, bonjour, et à chaque fois on enregistrait, 97, ouais, à chaque fois on enregistrait, et ils étaient là tout le temps. Il passait à chaque fois, le gars là, il passait avec sa petite nana, et à chaque fois, donc cool, on était là, on parlait avec lui, et puis parfois aussi, elle nous parlait, hein, elle nous parlait tranquille, machin, nana, mais tu sais, moi je gardais mes distances parce que je savais que c'était la nana du gars, et puis un jour, elle me demande, après peut-être un mois de studio, hein, à venir tous les 2-3 jours, ils étaient là tout le temps. Et puis un jour, elle me dit, mais alors, enfin, t'es en couple, enfin, je sais pas de quoi on parlait, mais on était là en train de papoter pendant que Marc Béhari, l'ingénieur du son, était en train de Ah, la gérer session. les bandes et tout. À l'époque, c'était les bandes Tascam, machin. Magnéto. Magnéto, les synchroniser avec le Cubase et tout. Et, Wow.
Elle me fait et toi, sinon, t'es en couple? Ah, je lui disais, et je lui réponds ah non, pas du tout. Moi, je suis. Non, je suis. Voilà, je suis. Je suis libre. Voilà, j'ai mes petits plans, mais non, je suis pas en couple, machin, nana. Et puis je fais. Et toi, ça fait combien de temps que t'es avec Jean-Pierre? Et elle fait. Hein? Mais c'est mon cousin! Je fais. Et là, tu sais quoi? C'est bizarre, il y a eu un silence, et d'un seul coup. D'un seul coup, tu sais, on s'est regardé du genre. Mais en fait. Mais. Ah là 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 là. Good times. Que... Donc au studio, il y avait beaucoup de rencontres. Il y a plein de rencontres magiques entre artistes, mais même aussi avec des gens qui sont devenus des couples. Hier, j'étais en studio avec un ami d'Angleterre qui voulait enregistrer un show pour la BBC, Eddie Caddy, qui est un présentateur TV comique très connu en Angleterre, qui est d'origine congolaise aussi. Et il cherchait un studio pour pouvoir enregistrer son émission. Donc, c'était avant-hier, on l'emmène en studio. Donc, j'ai appelé un studio que je connais ici. Et donc, il y avait lui, moi et un autre pote à moi, JD Love, qui est aussi chanteur. Et je lui disais, en fait, j'adore le monde d'aujourd'hui parce que pour quelqu'un comme moi, qui suis très prolifique et qui bosse rapidement, pouvoir avoir, tu vois, là dans mon bureau, j'ai tout. Caméra, iPad, écran, Mac Studio, lumière, truc, micro. Et c'est-à-dire, j'ai tout. C'est-à-dire, si je veux enregistrer une chanson dans 5 minutes, j'ai fini dans 30 minutes. C'est clair. Et il y a un côté libérateur parce qu'on a été frustré par le manque technologique il y a 25 ans. Donc, il fallait trouver des studios, il fallait payer des studios. On ne pouvait pas travailler toute la nuit. Il y avait toujours des trucs. Bon. Et en même temps, c'est génial. Mais en même temps, comme je leur disais avant-hier, je vais booker un studio juste pour le plaisir d'être entouré. Ouais, pour la rencontre. Et même si c'est pas la rencontre, juste le plaisir de partager l'énergie avec les gens. Et c'est vrai que quand on a enregistré On dit quoi, One Love, Question My Heart, quand on a posé One Love chez toi, le côté passage et le fait d'être ensemble, c'est vrai que ça change. Moi, je crois que si j'avais pas été chez toi, je pense pas que j'aurais enregistré One Love. Parce que à l'époque, je me disais, je sais pas chanter, je rappe, machin, autotune. Et toi, tu m'as dit, mais vas-y! Allez! Autotune, D majeur, vas-y, essaye. Normalement, c'est toi qui fais ça, tu vois. Et parce qu'à la base, One Love, à la base, je voulais rapper dessus. When I get old, et puis, tu vois. On le prend cool, le son est cool. On teste. Et le fait d'avoir des gens qui te disent, mais on y va, on s'en fout. Parfois, c'est ça qui fait la différence. Et quand les gens me disent, waouh, ta carrière, nanana, je dis, mais les gars, ma carrière, c'est tous les gens qui ont jalonné mon chemin, ou c'est tous les gens que j'ai rencontrés. Chaque personne a son petit... Même si chaque personnage veut son petit rôle. Quelqu'un qui te dit, vas-y, Cédric Louis, qui a enregistré l'album avec On dit quoi, qui lui dit... parce que je me rappelle à l'époque, quand je disais autotune... ça hurlait dans les studios. Mais lui, c'était vas-y, on y va, allez. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire, allez. Vas-y, fais les harmonies, fais double, quoi. Et puis finalement, tu te retrouves avec un album où tu chantes les refrains. C'est ça qui t'amène au truc suivant, tu vois. Et c'est vrai que dans un monde de home studio, c'est vrai que ça manque. Pas tout le temps. J'aime bien être solo. Mais c'est vrai que si j'enregistre quelqu'un, maintenant, je book un studio juste pour le plaisir d'être et de faire passer des gens, d'avoir tu vois, ouais, si. Mais c'est vrai qu'on parle souvent avec des amis aussi, et en fait, la chance que nous on a, c'est qu'on a connu les deux périodes. C'est-à-dire qu'on a commencé à l'époque où c'était encore avec le studio, la bande, la console, donc
on a connu, je dirais, les avantages et les inconvénients des deux mondes. C'est-à-dire que je dirais que, comme tu disais, à l'époque, il fallait avoir là le budget ou les connexions pour pouvoir arriver à essayer de produire quelque chose dans des conditions parfois, je veux dire, épiques. Et il y a des trucs, je sais pas comment ils sonnent comme ils sonnent. Il y a des trucs qu'on a fait, je sais pas comment ils sonnent comme ils sonnent. Ça, c'est la magie du studio. Parce qu'en fait, il y a des, comme on dit, il y a des choses qui ne peuvent se produire qu'avec le fait d'être un groupe, au moins 2-3 personnes pour le ping-pong d'idées, comme on l'a fait pour comme d'autres avant. Et aussi la pression. C'est-à-dire que les studios, c'était à la journée, parfois à l'heure. Et si tu avais une journée, il y a des gens qui ont enregistré un album en une journée. Alors, pour ceux qui sont... Faut bien comprendre à l'époque. Je me rappelle qu'il y avait une séance de chœur. Allez, lead. Quand c'était l'usine, généralement, les gens y mettaient une semaine pour faire un album. Alors, imaginez un petit peu... Alors que maintenant, tu peux passer une semaine sur un kick, sur un morceau... Et en fait, le fait d'avoir la pression, le timing, l'heure qui tourne, puisqu'il fallait payer à l'heure le studio, donc ça t'obligeait à faire certains choix qui propulsaient ta création, des fois, pas forcément d'une manière que tu aurais voulu ou prévu. Mais pour y arriver. Prévisible. Voilà, mais il fallait arriver au terminus à l'heure, pas rater le train, et ça donnait des choses des fois magnifiques. J'ai eu cette conversation avec mon pote avec qui j'ai dîné ce soir. Ouais. On parlait d'Elisio. Et il me disait, je comprends pas, Elisio, il a 80 morceaux que j'ai entendus, mais qui ne sortent pas. Qu'est-ce qui se passe? Et je lui disais, eh ben là, on est exactement dans ce problème. C'est-à-dire, le fait de ne pas avoir de deadline fait que tu es dans la procrastination. Et on en avait parlé avec Elisio, il me disait, en fait, je ne sais pas finir. J'ai dit, mais c'est parfait, ça sonne bien. En fait, j'ai dit, tu sais, ça sonne bien dès le départ, en fait. Ouais, mais comme j'ai personne qui me... Comme je suis tout seul, j'ai dit, mais dans ce cas-là, envoie-moi, appelle-moi. Moi, mais, tu vois, le fait d'être livré à toi-même... Alors, moi, j'ai des habitudes de producteur exécutif. Donc, c'est même pas... Je sais que c'est jamais fini, l'art. Mais c'est un truc que j'ai accepté. Je sais, par contre, que moi, j'ai mes deadlines. Moi, je sors tous les vendredis. Donc, il n'y a pas de... Et puis moi, de toute façon, une fois que j'ai posé, c'est bon. Si je réécoute, quand je réécoute dans un mois, je me rends compte qu'il y a une petite erreur. Si un truc m'énerve à chaque fois, je vais aller le refaire un moment. Mais la plupart du temps, je mixe, ça va. Moi, j'ai fait mon premier album, on entend les vagues, on entend les oiseaux derrière. Je m'en foutais, le truc était mal insonorisé. Donc, j'ai l'habitude, en fait, d'enregistrer, d'avoir les voitures derrière, les oiseaux. À chaque fois, je me dis, le beat va cacher le tout, tu vois. Mais il y a des gens... Il y a des gens qui ont ce truc où, étant seuls seuls avec leur art, mais ils savent pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Ils n'arrivent pas, tu vois. Et donc, Elisio, très souvent, moi la dernière fois j'écoutais dans mon disque dur des sons que j'ai enregistrés pour lui. Je crois qu'il m'a fait faire 4 featuring dans des sons qui ne sont jamais sortis. Oh. Et j'écoutais, je faisais mais ça défonce ça. On va l'appeler. Et je lui disais, mais le son là, qui est Fire machin là, ça sort quand? Ah non, c'est vieux, ça. Je fais, mais c'est vieux pour toi, c'est pas vieux pour les gens, tu vois. Et c'est marrant parce que... C'est exactement ça. Et on avait vraiment cette conversation et effectivement, la technologie répond à énormément de problèmes qu'on avait il y a 25 ans, mais amène de nouveaux problèmes en fait. Tu vois, par exemple, avant, moi je le dis toujours, avant, on était, il y avait une barrière tellement haute pour pouvoir faire de la musique. Juste le prix du matos, le prix du studio, le prix pour pouvoir mettre la musique sur un CD
Et déjà, il fallait savoir comment ça fonctionne. Donc déjà, de toute façon. Et en plus, une fois que tu as ce CD, pour qu'il arrive à la Fnac, il fallait avoir un distributeur. Il y avait tout un... Tout à fait. Et puis, il fallait que ton CD il sorte de l'usine, qu'il arrive. Il fallait que le CD soit cellophané dans des cartons. Il fallait que tu aies le contact de la Fnac. Voilà, que la Fnac te fasse des commandes, que donc tu aies des bons de commande, les machins. Il y avait tout un truc qui faisait qu'il fallait être une organisation pour pouvoir vendre de la musique, même en indépendant. Donc même quand tu étais en indé, il fallait que tu trouves une distribution comme Pias ou autre, ou alors que tu fasses un deal où on te prenait 30 ou... Non, je crois qu'on te donnait 30% ou 40% et on pressait pour toi. C'était pas aussi simple parce que ça coûtait tellement cher, puisque pour presser un CD, il fallait 2 euros. Ça c'est main incluse. Aujourd'hui, FL Studio, instru facile, tu sais pas faire de son, tu vas sur Splice, tu prends des loops, tu sais pas chanter, autotune, effet, preset, tu mets, et puis il y a personne qui te dit pas encore, hop, tu prends, tu mets tu vas sur DistroKid, ça te coûte 19 euros l'année, et hop, une semaine après, ta musique elle est sur Spotify avec tout le monde. Et ça crée un marché qui est saturé complètement en fait. Parce que tous les gens qui ne vont pas y arriver peuvent essayer quand même. Alors, c'est le concept fantastique de la liberté. C'est le concept fantastique de la fin de l'injustice. Donc, c'est ça que veulent les gens, hein, l'égalité des chances. Mais en fait, effectivement, c'est un peu une contradiction parce que tu te dis... ouais, t'es dans le bruit. C'est comme Twitter 2007 contre Twitter 2022. En Twitter 2007, tu pouvais parler au créateur de Twitter. Je bois mon café. Ah, moi aussi. Hello. Ah, hello, my friend. Ah, welcome to Twitter. Tu sais, aujourd'hui, c'est viral. C'est l'avantage quand même. Malgré tout ça, je pense que c'est... pour moi, c'est le paradis. Hein. C'est le paradis, comme on disait, pour la création. Mais pour nous. Pour nous, c'est vrai. Après, je pense que la difficulté, c'est plus peut-être pour le public de savoir, d'avoir accès à la qualité, dans le sens où, effectivement, autant il y avait toutes ces barrières, producteurs, médias et tout ça, mais généralement... il y avait quand même des passionnés qui étaient, on va dire, au poste décisionnaire et qui avaient quand même la sensibilité musicale et de proposer des choses intéressantes, soit au niveau de la qualité de la musique, des paroles et tout ça. Et comme maintenant, c'est un peu la foire d'empoigne, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de pouvoir, ne serait-ce que prendre le temps de découvrir un artiste, découvrir ce qu'il a proposé. Parce que en fait, c'est peut-être ça. Le manque de temps. Moi, what up, Bola? Just a reminder. If you want to ask questions in English, we will reply in English. Don't worry. No problem. Ça, j'ai oublié ce que j'allais dire. C'est parti. Je déteste quand ça arrive. Je déteste. Non, en tout cas, c'est clair que quand on voit ce qui est possible maintenant, de savoir que, je veux dire, même à l'époque des grands studios qui ont pratiquement tous fermé depuis, je suis pas sûr qu'on pouvait faire autant de choses musicalement ne serait-ce qu'au niveau du son, que ce qui est possible maintenant avec la manière dont la progression fulgurante de l'électronique, de l'informatique a permis la modélisation de certains. Mais tu te rappelles quand on rêvait, on touchait en studio on dirait grave. Oh mon Dieu, t'as un Pultec. Exactement. je peux le lécher. Attends, moi je me rappelle la première fois que j'ai vu une SSL. Oh, J'étais on disait on va mixer ton album sur la SSL. Oh, quoi? On va mixer mon album sur une SSL. Là, ça à l'époque à Paris, on avait une livre, nous. L'un des examens, c'est que tu avais en 8 heures, tu avais une séance de 8 heures, et tu avais un album, un titre enregistré.
mais avec batterie. C'est-à-dire que dans les 8 heures, il fallait monter la batterie, l'installer, tout. Moi, j'ai enregistré, mixé. Donc, le côté, comme on disait, savoir faire les bons choix très tôt pour pouvoir arriver au résultat de la meilleure manière possible, c'était génial. Mais, tu vois, d'une certaine façon, moi, je trouve que la liberté d'aujourd'hui, on a été fait pour ça, en fait. Parce que nous, ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est-à-dire s'enregistrer chez soi, etc., nous, on le faisait il y a 20 ans. C'est vrai. Donc, quand c'est arrivé pour tout le monde, j'ai l'impression, moi, que les gens n'ont pas... Il y a plein de gens qui n'ont pas attrapé le game au moment où il fallait, en fait. Mais nous, on attendait ce game. Exactement. On rêvait de pouvoir arriver à avoir des fonctions qu'on a maintenant. Attends, possibilité qu'on a maintenant. La première fois que j'ai amené ma session sur ça... Attends. Oui, des grosses ventes. Yo. Au lieu d'un gros disque dur. Je me rappelle, je suis allé, je vais à la Fnac, on dit ouais voilà, 160 €, 2 gigas. Non, c'était même pas ça, c'était 68 mégabytes. Je dis attends, 68 mégabytes, c'est une session entière ça. Oh là là, t'arrives avec ta session, t'arrives avec tes instrus sur la clé. Quand t'as fini ta session, tu la récupères sur la clé. Et aujourd'hui, c'est encore pire. J'arrive au studio, les mains dans les poches, je me connecte à Dropbox, j'envoie le lien depuis mon téléphone de ce qu'on doit télécharger. Hop, on télécharge et on met il download les instrus. Je choisis mon instru, je pose mes voix et après j'envoie la session entière dans Dropbox et j'efface tout de leurs ordinateurs. Et les gens ils font c'est bizarre, le dossier Kesha il est toujours vide. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire parce que les gens se rendent pas compte de ce que c'est d'avoir 2 cassettes de 8 pistes. Si tu as un refrain de 16 pistes, tu dois d'abord l'enregistrer sur les 8 pistes. Ensuite, tu dois le sauvegarder en stéréo, le réduire en stéréo, l'envoyer dans ton sampler et ensuite le renvoyer dans la séquence au bon endroit. Et ensuite, tu peux faire tes raps, puis tes backs. Puis... Attends. Même des trucs que je devais enregistrer très haut pour les dépitcher, pour gagner du temps de sampling. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que des fois, quand je reçois certaines sessions, je pleure. Je veux dire, à l'époque, pour bien se rendre compte, quand on parlait de la bande ou des débuts d'enregistrement sur enregistrement, sur ordinateur, pour un film comme Spielberg ou autre, on considérait qu'une session de musique, un morceau pour un film, c'était 120 pistes. Ah. Et maintenant qui arrive, il y a des gens qui t'envoient des morceaux avec 250 pistes, avec, je sais pas moi, 10 pistes pour un son de cloche. Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire, on se rend pas compte, c'est clair que on peut, les pistes sont limitées, donc on en profite. Mais la contrepartie, c'est que toute l'énergie que tu pourrais consacrer à la création, tu la consacres à faire de l'édit, à découper, à des petits coupes, et en fait tu gaspilles de l'énergie qui pourrait être utilisée de manière 10 000 fois plus productive en fait. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'époque où j'accompagnais DJ Cut Killer et DJ Abdel et son frère dans les soirées à Place Clichy et autres, et où ils venaient avec des caisses de Fanta avec des vinyles. Donc avant de partir, une fois j'étais parti chez eux. Midi Lamago, bonjour. Là je voulais apprendre à scratcher et tout, et je m'étais acheté des platines techniques, et donc il m'avait montré un peu comment on scratchait et tout, et puis il m'avait dit tu viens ce soir, on a la soirée, donc comme ça tu portes des caisses pour nous, vas-y. Et donc on était parti, donc avant, chez lui il avait un mur de vinyle, et avant la soirée il faisait sa sélection des
Et voilà, alors, tiens, je vais prendre ça, on prend ça, on va prendre ça, on va prendre ça, on prend ça, nanana. Donc il emmenait, je sais pas, 2 ou 3 caisses de vinyle pour jauger la soirée. Et une fois qu'il voyait la soirée, et après il refaisait encore il mettait sa sélection dans les bacs. Tu vois, il faisait sa sélection dans le bac, il mettait déjà les vinyles en diagonale pour déjà choisir ce qu'il allait jouer. Et quand il jouait une chanson, il te jouait l'intro, le couplet, le refrain, un autre couplet, un refrain, et après il changeait de titre, puis il scratchait un peu, machin. Quand est arrivé Serato, et que tu pouvais avoir un disque dur rempli avec tes 400 titres, je me rappelle un jour j'étais au Gibus et il y avait un DJ qui voulait jouer tout son disque dur. Il jouait l'intro d'une chanson et puis check what your mama I want you go Brooklyn. Je dis yo, je n'ai même pas le temps de kiffer le son. Et le gars il voulait. Ça c'est la plaie ça. Tu vois, et c'est un peu le problème de la technologie quand les gens ils ont un peu tout, ils ont le sentiment qu'ils doivent tout jouer quoi. Et exact. C'était incroyable. Mais je pense que c'est comme pour tout, tu sais, au début c'est la nouveauté, donc oui, Bonanza, après ça puissance. Après au bout d'un temps, ça se calme et je vais pas dire qu'on revient au basique quelque part. Et c'est comme pour la musique, je vois par rapport à, par exemple, depuis que je suis en Guadeloupe, depuis il y a 2-3 ans, quand je revenais quand même assez régulièrement, je me suis rendu compte que actuellement on joue plus de musique live en Guadeloupe qu'à Paris. Dans la communauté. Autant pendant des années, tout le monde se plaignait, le playback, nanana. Mais là, encore plus avec le Covid, après il y a certains styles, tout ce qui est hip-hop, où ça fait un petit peu partie de l'ADN. Mais même là, de plus en plus, tu as des backing bands, tu as des duos, des trios minimum, tu as plein d'endroits qui ouvrent, qui font un peu lounge. Ça joue pratiquement du lundi au lundi. Et ce qui est génial, c'est que même dans ce domaine du live, où souvent ce qui pêchait, c'était la qualité sonore, parce que quand on vient profiter d'un spectacle, on a quelque part envie de retrouver le morceau comme on l'a connu, comme on l'appréciait dans son AirPod, sur son disque. Et maintenant, la technologie permet d'avoir sur scène le son du CD, mais avec des musiciens. Et ça fait du bien de voir que par la boucle est bouclée, que les choses commencent vraiment à devenir vraiment intéressantes à tout niveau, aussi bien de la production, comme on disait, que pour le show. Là, c'est vraiment bien. J'ai eu le sentiment quand il y a eu... parce qu'ici aussi, dans le monde de la kizomba, c'était devenu un peu... il y a eu une folie où tu avais des chanteurs de kizomba qui poussaient comme des champignons, et des discothèques aussi, donc pratiquaient des politiques de prix abusés. Et puis il y avait des DJ dans tous les sens, etc. Et les 2 ans qu'on a passés, d'une certaine façon, c'était vraiment la chasse d'eau. La chasse d'eau qui vraiment a fait un reset et seules les crottes résistantes restent sur les mailles. Ami de la poésie, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que moi j'ai quitté quand j'ai quitté la France, forcément j'étais au courant du monde du zouk et la musique en France pendant un certain temps, mais effectivement au bout d'un moment j'ai embrassé le pays où je vis et je suis plus au courant de ce qui se passe au Portugal et aux États-Unis que vraiment tout ce qui se passe en France. Bien sûr, j'entends 2-3 trucs, etc. Mais j'ai vraiment eu le sentiment que pendant 10 ans, et puis aussi avec le fait que les principaux acteurs alors je parle des producteurs, pas des artistes, mais les principaux acteurs du monde du zouk ont un peu drop the ball, ils ont lâché l'affaire. Oui. Pendant un certain temps, parce que je pense que beaucoup ont mal vécu la transition de la vente de CD, qui était un truc qui était vraiment huilé. Tangible et tout. Et Internet, c'est devenu
quelque chose pour eux qui était non tangible, comme tu dis. C'était un truc qui... Ils n'arrivaient pas à attraper le concept et à comprendre comment ils allaient pouvoir gagner le même argent. Parce que quand tu vendais 10 CD, tu gagnais 100 euros. Quand tu fais 10 streams, tu gagnes 3 centimes. Donc, c'était un changement complètement de mentalité qu'ils n'ont pas eu à faire quand ils sont passés du vinyle à la cassette, et de la cassette au CD. C'était plus de l'optimisation. Mais quand qui existait déjà. Voilà. Ça continuait, il y avait toujours les distributeurs, les vendeurs, les usines, le Glassmaster, etc., etc. Quand on est passé en digital, et que donc déjà il y a toute une partie, c'est-à-dire tout un tas d'intermédiaires qui sont morts tout simplement, il y a aussi les producteurs eux-mêmes qui se sont dit, attends une seconde. Et pourtant c'est intéressant parce que avec les caméras, avec la technologie justement, faire un clip ça coûtait moins cher, mais ils ont continué à payer les mauvais prix et ils ont continué à mal investir dans les artistes, ou alors ne pas s'associer avec eux parce qu'ils voulaient continuer à garder le contrôle. Et en fait, à un moment, en tant qu'artiste, tu n'as besoin que d'un distributeur en fait aujourd'hui. Moi, j'avais vu ça il y a 15 ans. Je disais, les labels, à part si t'es un gros artiste, ça va servir à rien. Mais tout le monde voulait absolument être accroché à un Section Zouk, à un Crayon Musique et tous les autres. Et à un moment, les labels eux-mêmes se sont dit, mais attends, si je vais payer un clip 3 000 euros, 4 000 euros et 2 000 euros de studio ou 3 000 euros de studio et que l'artiste va me faire 100 000 streams et je vais gagner 300 euros, comment on fait? Ça fonctionne pas. Et donc, il y a eu vraiment une grande zone. Et d'ailleurs, c'est ça qui a aussi ouvert la porte à tous les rappeurs qui ont pris la place et les chichas ont pris la place des discothèques et les rappeurs ont pris la place des zoukeurs. Et ça pendant je dirais 2000. Il y a aussi quelque chose à Paris, c'est que Paris n'a plus été la ville de l'art en fait. Les lois, ils ont fait des lois pour empêcher les discothèques d'être sur les Champs-Élysées, d'être dans Paris intramuros. Donc tu as dû avoir des discothèques de plus en plus loin, ce qui a fait que machin. En plus, tu as eu la crise des subprimes en 2008, qui a fait que la clientèle, ça a flingué la clientèle, qui a flingué aussi les clubs. Et ensuite, tu as eu le terrorisme à un moment. Tout ça, ça a vraiment été une confluence d'éléments différents qui ont fait que quand je suis parti de France, et moi-même qui justement produisait beaucoup d'artistes et qui voyait de l'avance, mais enfin, je me rendais compte que même les artistes, c'était dur de les convaincre en fait. Le futur c'est par là, allons-y. Parce que tout le monde voulait continuer à vivre dans un système qui n'existait plus. Et personne n'acceptait que c'est fini. Cette façon de faire, et puis après aller faire les prestations en playback, en discothèque, etc. Tout ça arrivait c'était un super système qui fonctionnait, qui rapportait de l'argent, qui générait de la SACEM, tout ça. Mais le circuit ne fonctionnait plus, et même aller à la queue leu aux Antilles, chanter 10 les uns après les autres, etc. Tout ça était en train d'arriver à sa fin. Et il y a eu 10 ans pour moi où il y a plein de gens, j'ai l'impression je me demande ce qu'ils ont fait en fait. Il y a plein de gens, je me demande ce qu'ils ont fait. Il y en a plein qui ont disparu, mais il y en a plein, je me suis dit bon, peut-être il y en a qui avaient un travail à côté, mais ceux qui ne vivaient que de la musique, qui n'ont pas de diplôme, qui se disaient c'est la musique forever, tous ces gens-là, ils sont retrouvés sans aucune possibilité, donc ils ont commencé à faire que des petits shows pourris dans des restaurants bizarres. Parce que moi on me dit ouais tu veux pas venir, non. Tu vois, et même les discothèques, il y avait plus de
Ouais, on dirait que... Et dernièrement, je parlais au producteur à Blaise, le producteur de Nestlé, qui me disait, fou, les prix montent, on fait des dates ici, on fait beaucoup de live, on fait machin, nanana. Et je disais, ah, tiens, ça, je crois qu'on a fini ce cycle. Le cycle de la destruction, ou même de l'effacement, hein, où tout simplement la chasse d'eau est tirée, l'eau a séché, et les survivants commencent à trouver à trouver leur marque. Parce que pendant ces 10 dernières années, je n'ai pas vu éclore. Alors, finalement, si, il y a eu plein de gens qui empruntaient. En fait, c'est les gens ont dépecé le zouk, ont fait leur musique avec, leur pop urbaine avec. Mais j'ai pas vu quelqu'un qui s'est dit, tiens, puisque c'est ça qui marche, je vais aller le faire. C'est pas exactement ma musique, mais en fait, finalement, je change une caisse claire, machin, j'utilise leur flow en chantant mieux, et hop. Et j'ai pas vu non seulement aucun de ceux qui étaient déjà là le faire, mais je n'ai pas vu de nouveaux visages. C'est-à-dire, c'est que là, depuis 2 ans, ça pullule. Il y a plein de nouvelles petites... Alors, il y a eu des gens sortis aux Antilles, j'ai vu certains noms, mais c'est maintenant, là, j'ai l'impression que ces 2 dernières années, il y a vraiment une éclosion à nouveau. Tu vois, j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui se passe, que les gens ont compris comment fonctionne le game, les gens ont compris l'Internet, et puis qu'il y a aussi une génération qui a grandi dans l'Internet, qui a 20 ans aujourd'hui, donc eux, ils arrivent pas en mode ah ouais, avant c'était mieux, ils arrivent en mode bonjour, c'est notre tour.